J'ai demandé à mon ami Hussam d'être parmi nous pour deux raisons essentiellement. Pour l'engagement qu'ils ont eu, pour la mise en place d'une structure de production intellectuelle de dimension mondiale. Je puis vous dire que c'est une rencontre que j'ai eue dans le cadre de l'exercice de mon métier, de mon profession, de mes fonctions de ministre de la Culture. Un jour, un jeune Sénégalais s'est présenté à moi, accompagné par le jeune frère de Wissam. Ils étaient venus faire la prospection au Sénégal. Ils ont un groupe mondial d'édition d'ouvrages islamiques. Et aussitôt, j'ai saisi l'occasion pour en parler avec le président de la République. Pour dire au président de la République, dans ce pays, il y a une production exceptionnelle d'ouvrages islamiques et de littérature arabe qui demeure encore dans des malles et qui a même des pratiques qui m'ont fait pleurer quelque part. Il y a une famille dans le Saloum où le patriarche avait une très grande production de travaux islamiques. Après son décès, il n'avait plus la possibilité de garder les ouvrages. Il pourrissait au fond des malles, comme on l'appelle chez nous les arcades. Et ils ont creusé un trou de plusieurs mètres sous prétexte qu'ils ne voulaient pas assister à la souillure de la parole sainte de Dieu, ils l'ont enterré. C'est un patrimoine exceptionnel qui a été enterré. La raison est simple, parce que simplement nous n'avons pas d'édition pour la partie la plus active et la plus florissante de la production intellectuelle chez nous, la production en langue arabe. Les premiers intellectuels du pays sont des intellectuels instruits et lettrés en arabe. Toutes leurs productions, malheureusement, sont demeurées inéditées. Vous avez souvenance que le président de la République a pris la décision, il n'y a pas longtemps, un grand cher camarade, de faire éditer ses ouvrages. Et c'est pour la raison pour laquelle je l'ai fait venir. Mais la deuxième raison tient au fait qu'ils ont un groupe mondial avec deux maisons d'édition, dont l'une qui a édité la mienne, qui a édité mon ouvrage plutôt. Et ils sont là installés au Sénégal avec un très grand projet, éventuellement, d'installation et de mise en place d'une très grande école qualifiée de formation en édition, en production et toute la chaîne de production de livres et de documents. Et s'il plaît à Dieu, ils vont faire ce projet au Sénégal avec l'appui de vous autres, monsieur le ministre, et notre gouvernement. Et nous espérons, Hussam, que ça va marcher. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lui ai demandé d'être là. Je me souviens l'année dernière, quand on était à Sokone, pour présenter l'ouvrage du grand érudit Amadou El Hadj Ahmad Dème, le président vous a posé la question de savoir est-ce que ça, c'est possible de faire au Sénégal? Et votre réponse a été immédiate. Pourquoi pas? Je rappelle que cet ouvrage de 20 volumes n'a jamais été édité dans sa dimension dans laquelle le président de la République l'a fait éditer. Et ça, je pense qu'également, c'est une richesse pour notre pays. Il n'y a pas que les intellectuels instruits en langue française. Nous en avons d'autres. Ils ont le droit d'être édités et connus du public sénégalais. Merci. Je voudrais commencer par répéter ce que j'ai dit dans l'introduction de mon ouvrage. J'ai toujours eu la conviction que la rédaction de son ouvrage est l'expression d'une lutte, d'un combat, une forme de résistance. Paradoxalement, je n'ai jamais pu formaliser de façon optimale cette idée, et c'est en écoutant un romancier de dimension mondiale, Luis Sepúlveda, qui est un éditeur, qui est un écrivain sud-américain, chilien en particulier, qui a dit lors d'une émission que j'ai écoutée sur RFI, la journaliste lui pose la question de savoir pourquoi vous écrivez. La réponse a été, à mon avis, tellement pertinente que je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre son expression. Il dit « je résiste ». Oui, il résiste, mais je n'ai pas perdu du tout cette compréhension des choses, en sachant au départ que les Chiliens qui parlaient se rangeaient dans un contexte historique bien précis. Je n'ai jamais eu la mauvaise fortune, je dirais même j'ai eu la bonne fortune de vivre dans un État démocratique. Autant que je me souvienne, personnellement, je n'ai jamais souffert d'une tyrannie politique dans mon pays.
Probablement d'autres, oui, mais moi non. Me replaçant dans le contexte sénégalais, j'ai dit, je résiste à quoi? Je résiste à des idées toutes faites qui vont au-delà du Sénégal, pour nous faire penser et nous faire croire effectivement que l'espèce africaine est en péril. Et en péril parce que nous étions incapables de faire quoi que ce soit de notre vie et que nous étions incapables de prendre en main le destin de nos peuples. J'ai pensé simplement qu'en 60 ans d'indépendance, la critique n'était pas juste ni fondée. Il y a eu des errements, sans aucun doute. Il y a eu des difficultés. Les attentes des populations n'ont pas été toujours à la hauteur des attentes qui étaient placées dans les gouvernements africains. Je parle au-delà de mon pays. Cet afro-pessimisme, quelque part, me sidère. On nous a fait comprendre partout que nous étions incapables de faire quoi que ce soit. L'Afrique est à jamais condamnée. Rien ne bouge. J'ai été membre d'un gouvernement où j'ai vu des choses bouger, incontestablement. Et ce n'est pas qu'au Sénégal que ça se passe. Ce n'est pas juste de continuer de faire comprendre que les Africains sont incapables de faire quoi que ce soit de leur vie et de leur destin. Donc l'une des premières motivations par rapport à ce que j'ai dit, c'est d'essayer de comprendre chez moi et de livrer ma part de vérité dans une présence continue de 7 ans dans un gouvernement. Livrer cette part de vérité, de mon point de vue, relève de la responsabilité de chacun de nous. Et chacun, à sa manière, doit le faire. Parce que je considère qu'un engagement dans le silence équivaut à un désengagement. Et je ne voudrais pas, pendant que j'ai les moyens intellectuels, la capacité de réfléchir et la possibilité de collecter des données qui permettent de dire voilà des choses, je ne voudrais pas que demain, que je m'en veuille de ne pas le faire. En fait, l'histoire d'un pays s'écrit par les hommes qui font eux-mêmes cette histoire-là. Si nous avons autant de problèmes à discuter de notre histoire, des difficultés que nous avons, la preuve, ce qui s'est passé lors de l'apparition des premiers volumes de l'histoire du Sénégal. Chacun à sa façon et de sa manière, étant donné que nous ne disposons pas de papier écrit, parfois, chacun voudrait construire l'histoire à sa manière, selon son point de vue, ce qui est quand même pas du tout scientifique. Je voudrais insister sur cet aspect-là pour dire simplement que si j'écris aussi, c'est que demain je serai un aïeul. Étant un aïeul, je souhaiterais que les enfants issus de ma lignée puissent dire notre grand-père a participé à ce travail-là. Et je prends la parole. Je livre ma version des faits, parce que de toutes les manières, déjà des personnes livrent leur version des faits, et à fortiori encore. Et je serai heureux un jour, quand on va étudier l'histoire du Sénégal, au plan politique, qu'on puisse dire, entre 2012 et 2019, au moment où Latif Coulibaly était dans le gouvernement, voilà ce qui a été fait. Je témoigne. Je prends la parole pour témoigner. Pour témoigner essentiellement sur 4 grandes articulations qui constituent, comme le modérateur l'a rappelé, ce qui constitue la substance de mon ouvrage. Dans un premier temps, j'ai essayé de comprendre, ce n'était pas au départ mon objectif d'ailleurs, qu'est-ce qui a pu déclencher, irriter, sérieusement agacer certains observateurs, certains membres de la société civile et l'opposition politique, pour focaliser sur l'idée selon laquelle tout le processus électoral qui s'est déroulé en 2019 a été un processus biaisé parce qu'il y a une rupture fondamentale du consensus sur lequel le Code de 1992 a été bâti. C'est là des opinions qui ne tiennent pas la route face à l'analyse des faits politiques. Je parle de faits politiques, c'est la raison pour laquelle je proteste toujours devant ceux qui prétendent que c'est de la propagande politique que j'ai fait personnellement. En me disant la propagande telle que le définit le dictionnaire est un ensemble de techniques de persuasion utilisées au fin de faire adhérer à une doctrine, de faire adhérer à une idée, à une idéologie, etc. Simplement pour soit embrigader ou convaincre. Je dis, je n'appelle pas à l'adhésion à une idéologie, encore moins à une doctrine. J'explique par des faits ce qui s'est passé et je m'en voudrais de ne pas le faire parce que je considère à tort ou à raison que je suis doté d'une certaine raison et capable de comprendre
pour livrer les faits tels que je les ai vécus et tels que je les ai vus. Comment pourrait-on dire que c'est de la propagande quand je dis, et simplement, qu'entre 1960 et 2000, le Sénégal produisait exactement 550 mégawatts d'énergie. Et qu'on a pu ajuster 230 à 250 en 2012. Au total, 750, mettons. Et que je dise, aujourd'hui, on est à 1300 mégawatts, le double. Vérifiable par toutes les sources qui sont capables de dire, voilà ce qu'on a fait. Où réside la propagande? Alors, j'ai un ami journaliste qui m'a dit, mais le fait que tu le dises. Je lui ai dit, mais j'ai écouté votre radio la fois dernière. J'ai écouté le plus grand patron dire que nous sommes premiers dans les sondages. Nous sommes deuxièmes, nous avons très bien travaillé. Je ne comprends pas que vous, dans le groupe où vous êtes, vous soyez capable de dire ce que vous avez fait. Et que moi, qu'il me soit interdit de le faire. Je ne comprends pas son non-sens. Vous dites que vous êtes les meilleurs. Moi, je n'ai pas dit que nous sommes les meilleurs. J'ai dit simplement, voilà ce que nous avons fait. Et ça, vous me le refusez. C'est quand même pas possible. Il y a une incohérence parfois dans les propos qui sont tenus au point ça devient sidérant même pour ceux qui l'écoutent. Et ça, je trouve ça difficile. Mais je comprends cette attitude. Simplement parce que nous sommes arrivés dans un monde où la discussion se passe dans l'entre-soi. Les gens avec qui je partage le même avis, les mêmes idées, les mêmes convictions, ces gens-là, ils discutent aisément entre eux. Mais ceux avec qui j'ai des idées différentes, il faut l'insulter, il faut les caricaturer. Que ce soit d'ailleurs qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la majorité. Ce n'est pas l'attitude qui fait progresser une société. Sachons gérer nos divergences. C'est à partir de cette gestion de nos divergences que nous sommes capables de bâtir les grandes convergences qui vont aboutir au consensus qui permettent de conduire un pays. Et tant que nous serons rétifs à ça, il y aura un problème. Pour moi, ceux qui me critiquent, ils ne m'offensent absolument pas du tout, mais plutôt ils me compensent. Donc j'ai essayé de faire comprendre à travers ce chapitre-là que l'idée de dire que le code électoral a été un consensus est faux, sauf du point de vue de son élaboration. Mais à la première application du code électoral sénégalais, quoi? Je suis d'autant plus bien placé pour en parler que j'étais reporter, j'ai assisté à toute la cacophonie qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Dakar. Je me rappelle d'ailleurs le secrétaire général à l'époque, qui est un cousin, avec une élégance exquise, était en train d'entretenir l'illusion auprès des journalistes pour que nous ne parlions pas de ce qui se passe. Alors que tout le monde savait que le pays est bloqué à travers le processus électoral. Il a fallu une intervention. Deuxième et conséquence directe, la mort du juge Babacar Sy. Deuxième intervention pour régler ce code en 1996. Et 1996, il y a des quartiers entiers à Dakar où le vote a été repris. Conséquence, la mise en place d'une commission électorale, la mise en place d'une commission d'enquête présidée par le président de l'association de l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal, en l'occurrence Feu Babacar Kama, à l'époque PDG des ICS. Ils ont produit un rapport qui a mis le pouvoir face à ses responsabilités. La conséquence, la mise en place de l'ONEL, etc., etc. Jusqu'à ce qui est devenu la fameuse tentative de coup d'État de 1988, que moi-même je ne dis pas, mais qui était officielle. Des officiers ont été sanctionnés. C'est à la suite de ça. Mais d'ailleurs, en 1990, tout le monde se rappelle qu'Abdou Diouf avait dit « Nous avons le meilleur code électoral du monde ». Je pense que le congrès s'était tenu le 17 octobre 1990. J'y étais. Mais 2 mois après, ou 3 mois après, le climat a changé. Parce qu'en 1991, il y avait le gouvernement de majorité présidentielle. Élargi, le GPM. Il y a eu beaucoup de slogans, voilà, on l'a fait. Mais l'histoire, quelque part, bégaye d'ailleurs. Il y a 2 personnalités importantes qui sont au niveau des assises nationales aujourd'hui. Famara Ibrahima Sagna et le général Niang. Encore ceux qui ont les souvenirs exacts. Vous vous souvenez quand le général Niang a été relevé de ses fonctions de président de l'ONEL?
qui était légale d'ailleurs, parce que la loi prévoyait, après la tenue des élections, les membres de l'Inde changeaient et d'autres venaient. Le président Diouf, légalement, l'avait changé. Mais puisqu'il avait fait l'objet d'un consensus autour des élections de 1998, travail unanimement salué, l'opposition a dit non. Rebolote, on est encore quasiment dans le chaos. Mais sur cela, ça mérite d'être connu. Parce que c'est connu, mieux c'est et mieux on entre dans certaines discussions. C'est une illusion de faire croire que le code a toujours été consensuel. Il n'a jamais été consensuel que quand l'opposition gagne. En 2000, l'opposition a gagné, personne n'a rien dit. Encore que là, d'ailleurs, nous sommes partis dans un contentieux qui n'avait pas été réglé. Parce qu'il y avait des électeurs qu'on ne savait pas où ils les rattachaient, mais c'était encore plus vrai en 2007. En 2007, il y en a beaucoup qui ont oublié justement que l'opposition a boycotté les élections législatives. Boycotté. Pourquoi? Parce qu'il y avait le stock mort de 1 500 000 électeurs dont on pouvait rattacher nulle part. Les 4, on ne savait pas. Macky Sall est arrivé au pouvoir avec ce contentieux. Il a dû d'ailleurs le régler dans un consensus avec l'opposition. Voilà, parce qu'il a fallu au audit global, la refonte totale du fichier. On va aller quand on atteint 4 millions d'électeurs, on ne va pas y aller quand on a... Voilà, en fait, il y avait une cause historique par rapport à ça. Donc voilà ce que je raconte dans la première partie, pour expliquer simplement qu'en réalité, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas en faire l'économie. Il faut que nous, qui sommes des cadres ou qui sont capables d'échanger, de discuter, que nous rappelions un certain nombre de faits. Parce que ça a tendance à être acté comme des faits réels. Ce n'est pas vrai. J'ai eu même un éminent penseur de la société civile, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a fait un rapport en 2007 pour dénoncer le manque de consensus.